fait, il n'y a pas de personne vraiment. Si. Non. Non. Oui, en général, quand on parle de complément, ça veut dire personne. Si, il y en a eu. Il se rapportait. Son mari, Ah oui. Ouais. Donc, on va faire comme un enseignement, en fait. Ça va être le plus simple. Donc, on va prendre un petit moment pour se poser, assez simplement, en général, par ce qu'on appelle être ici et maintenant. Être ici, c'est être présent à la fois à son environnement, ce qu'il y a autour de ce que j'appelle moi, autour du corps. Être ici, c'est aussi une présence au corps, c'est-à-dire d'être conscient de ce qui apparaît dans le corps. Et je peux simplement me poser en étant conscient de ce qu'il y a à l'extérieur de moi, dans mon environnement proche, de ce qui s'élève du corps, de ma position, mes points d'appui, etc., d'une manière la plus simple possible, et sans essayer de changer ou transformer quoi que ce soit, juste d'être conscient là. Et il y a un troisième élément qui est important, c'est être conscient de ce qui s'élève dans ce qu'on appelle l'esprit, ce qui apparaît en termes de pensée, de mouvement d'esprit, etc. Et là aussi, simplement laisser les choses apparaître et s'installer. Ici, c'est dans ces trois dimensions. L'état d'esprit, l'état du corps, l'état de l'environnement proche. Et maintenant, ça signifie qu'on laisse les choses apparaître et les choses se transformer sans intervenir. Pourquoi? Parce que être maintenant, c'est quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. Et le fait d'être présent ici, maintenant, ça permet juste de se recentrer. Et comme on va essayer d'échanger sur la pacification de l'esprit, la pacification mentale, je ne sais même plus le titre exact, mais tout ce qui est le fait d'apaiser les choses. Le fait de maintenant, ce n'est pas quelque chose de spécialement extraordinaire, mais c'est la capacité qu'on a à laisser les perceptions extérieures, corporelles et du mental s'élever sans intervenir. Ce qui évidemment s'apparente un petit peu, on va dire, à un point de départ de la méditation, mais là, on reviendra peut-être là-dessus, mais c'est juste l'idée de se recentrer. Et un des premiers aspects de ce qu'on pourrait appeler le fait de pacifier quelque chose, c'est d'abord ne pas nourrir des agitations inutiles. Et lorsqu'on va parler de pacifier l'esprit, après il y a plusieurs vocabulaires possibles, on peut parler du mental, de l'esprit, on pourra voir un peu ces distinctions. Mais il y a la première chose qu'il y a à observer, et ce qui est un peu
ce que malgré nous, on peut faire quand on essaye de méditer, c'est si je veux pacifier quelque chose qui est en mouvement, ben, je n'ai rien d'autre à faire qu'observer le mouvement. Si je veux pacifier de force quelque chose qui est en mouvement, ben, je ne vais jamais pouvoir le pacifier, je vais le contraindre. Ouais, c'est une sorte de contrainte que je vais imposer, par exemple, à un enfant turbulent, à un animal qui n'arrête pas de bouger, etc. Si je veux le pacifier de force, mais si vraiment je veux apaiser, la première chose, c'est de percevoir les mouvements et qu'est-ce qui crée cette non-pacification, ce qui crée ce mouvement. Et en soi-même, c'est un peu la même chose. Si on veut être un peu plus calme, il faut, enfin, en tout cas, il faut aussi une manière de parler. Ce qui est indiqué par le Bouddha, c'est d'observer ce qui empêche l'esprit d'être tranquille, ce qui empêche du fait qu'on ne soit pas pacifié naturellement. Alors évidemment, il y a toutes les perturbations extérieures qui peuvent arriver. Et on va se percevoir, même quand on se met à l'abri des perturbations extérieures, par exemple, le fait d'être dans un endroit agité, où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de choses qui se passent, et bien, même quand l'extérieur, on va dire, est pacifié, je vais m'apercevoir qu'en fait, il y a une chose qui est un peu plus difficile à pacifier, c'est la production mentale, les mouvements d'esprit qui sont toujours présents. Et même lorsqu'on veut être tranquillement là, en fait, ces mouvements mentaux nous emportent dans un ensemble d'histoires, d'idées, etc. Et qui fait qu'il y a comme une forme d'agitation qui est là, qui est constante. Et l'idée de pacifier les choses, c'est déjà d'essayer de pacifier ce qui s'élève en nous-mêmes. Et là, souvent, on va d'abord par essayer de contraindre, ce que l'on peut faire déjà quand on ne sait pas trop méditer et qu'on apprend à méditer. Au début, on peut avoir tendance à se poser et dire maintenant, je vais faire le vide, je vais faire le calme, je vais faire quelque chose. Et en fait, c'est comme si j'allais fabriquer quelque chose qui n'existait pas. Et en fait, c'est une contrainte. J'essaye de le faire de force. Et plus j'essaye de faire quelque chose en force avec cet esprit, avec moi-même, et c'est comme avec les autres, en fait, plus ça va générer une forme entre guillemets, de rébellion, c'est-à-dire d'envie de bouger. Et donc, en fait, ça va nourrir, ça va alimenter le mouvement et la non-pacification. Je ne sais pas si c'est clair ça. Et ça, c'est relativement important parce que notre premier réflexe, alors évidemment, tout le monde n'est pas pareil, donc on ne peut pas généraliser de manière absolue, mais d'une manière assez générale, le premier réflexe, ça va être de vouloir forcer les choses pour être là, pour être comme il faut, pour être comme je veux que ce soit, ou comme on m'a indiqué que ce soit. Et dans ces mouvements de contrainte, je m'aperçois que je vais, au contraire, générer une forme d'agitation. Comme un enfant que j'essaye de contraindre et que, comme je ne mets pas en situation de tranquillité, mais plutôt de contrainte, eh ben, cet enfant, il va s'agiter parce que la contrainte est quelque chose qui va pousser à une forme d'agitation. Et déjà ça, c'est une bonne chose à observer parce que ça va nous faire comprendre pourquoi il est nécessaire de faire autrement que d'utiliser la contrainte. Dans notre quotidien, on va s'apercevoir, si on réfléchit un peu à ça, que la contrainte, qu'elle vienne de l'extérieur, des situations, parce que je suis dans une situation, je ne sais pas moi, quoi que je fasse, je suis toujours dans une contrainte. Si je conduis une voiture, je suis dans les contraintes du code de la route. Si je marche sur le trottoir, je suis
la contrainte de ne pas me mettre dans le danger en débordant sur la route ou en faisant attention à ne pas rentrer dans les passants, etc. Donc, il y a une forme de contrainte et on a souvent pris l'habitude que dès qu'on veut quelque chose, on va essayer d'utiliser la volonté et la contrainte. Je ne sais pas si vous voyez le... Et dans ce domaine, on pourrait dire à la fois concret pour notre vécu, mais abstrait d'une manière difficilement objectivable. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui pour moi est concret, mais pas objectivable, c'est ce qui se passe dans ma tête, en fait. Pour moi, c'est très concret, parce que si quand je dis dans ma tête, hein, c'est une manière de parler, si j'ai une émotion, j'ai appris une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, j'ai une émotion de tristesse, d'excitation, de colère, etc., eh bien, ce mouvement, si il me semble qu'il n'est pas approprié à la situation, pour une raison ou pour une autre, eh ben, je vais avoir tendance à me contraindre et à bloquer les choses de force. Et on sait tous pertinemment que même si on y arrive, ben, c'est une question de temps, parce qu'en fait, si on y arrive, je vais réussir à me contraindre, et dès que les situations ont changé et que j'ai plus besoin de cette contrainte, je vais me détendre, et en fait, l'émotion en elle-même va s'imposer à moi de manière encore plus forte, même qu'avant, du fait qu'il y a eu de la contrainte. Donc cette première attention qu'il est conseillé d'avoir, c'est le fait de ne pas essayer de contraindre, mais plutôt d'observer ce qui se passe, d'observer ce qui est en mouvement, d'observer comment ça se passe, même si en laissant les choses se passer, les émotions, etc., mais que j'évite par exemple de trop les exprimer ou de... Voilà, ça va être un peu de contrainte, mais beaucoup moins. Et en tous les cas, essayer de ne pas bloquer les choses. Le premier ennemi d'un esprit pacifié, c'est le blocage. Dès qu'on essaye de bloquer les choses, ça va commencer à dysfonctionner. Donc, je ne sais pas si c'est clair ça pour vous, mais c'est important. Et si on prend dans l'exercice de la méditation, qui est quand même un exercice qui est devenu un petit peu connu, même s'il y a comme plein de nuances là-dedans, mais ça n'empêche que si je veux être là tranquille, ben, il faut que j'essaye d'abandonner les contraintes. Ça, c'est une chose. Et cet aspect-là va me permettre de détendre, ce qu'on appelle souvent de détendre l'esprit, mais on pourrait dire de l'ouvrir aussi, c'est-à-dire d'avoir un regard sur la situation plus ouvert et plus détendu. Et en fait, un regard sur une situation ouvert et détendu, c'est le fait d'essayer de ne pas la régler tout de suite, mais de l'apercevoir dans, on pourrait dire, une sagesse assez pragmatique dans la vie courante. C'est au lieu de réagir tout de suite à une situation, c'est essayer d'avoir au moins un petit temps de recul où j'observe qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, d'où ça vient, qu'est-ce qui est en jeu, etc. À ce moment où je réagis trop vite, je vais générer de la contrainte, de la tension, et là, j'ai toutes les chances de me retrouver dans des situations où je vais faire le contraire de ce que je voudrais obtenir, en fait. Une indication pour ça, je pense qu'un exemple, hein, c'est que comment on pourrait dire les tromperies, j'allais dire, mais les arnaques, en fait, sur via informatique, etc., quelles qu'elles soient, elles vont toujours, si on regarde bien, tenter à rajouter des contraintes. C'est la meilleure façon de tromper les gens, c'est de leur mettre des contraintes. C'est-à-dire ce genre de truc, là, il y a un truc à faire, si vous ne le faites pas tout de suite, vous allez dans des gros problèmes, etc. Et de mettre une espèce de peur, de panique, qui met de la contrainte. Et quand on veut être bloqué, l'esprit va être fermé, mais on ne peut plus regarder ce qui se passe, parce qu'on est pris par une sorte de peur, de panique, etc. Et c'est là, alors pas tout le monde évidemment,
mais c'est là qu'on risque de faire n'importe quoi. Et c'est dans cette disposition d'esprit que beaucoup de gens, pour tromper quelqu'un, on va essayer de mettre la personne dans ce type d'état de contrainte un peu surémotionnel, même si c'est assez artificiel. Et à un moment donné, la personne devient manipulable. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, s'habituer à essayer d'échapper à ce genre de contraintes et de surémotionnel, en fait, c'est quelque chose qui euh, peut nous paraître bizarre parce que ça va nous paraître pas forcément efficace parce que je suis pas en train de faire quelque chose, parce qu'au contraire. Et le fait de réagir et de faire quelque chose va me paraître efficace parce que plus ou moins instinctivement, on pense que faire quelque chose est toujours, c'est la meilleure manière de réagir à toute situation. Et en fait, de ce fait-là, je risque de me retrouver dans la confusion, étant dans la confusion, de me tromper et de me tromper sur ce qui se passe vraiment. Donc cette pacification de l'esprit, cet entraînement, on pourrait dire, à pacifier l'esprit et à être présent dans les situations, d'avoir ce qu'on pourrait dire une détente ou une ouverture d'esprit dans toutes les situations, c'est quelque chose qui est comme une capacité qu'on a en nous-mêmes. Et on pourrait parler d'une capacité comme, je sais pas moi, de marcher, de faire du vélo, de nager, etc. C'est que au début, ça demande un entraînement, ça demande un apprentissage. Même si c'est quelque chose qui finalement, au bout du compte, une fois que j'en aurai l'apprentissage, ça paraîtra assez naturel. Mais au début, ça va demander un certain apprentissage. Et on pourrait dire dans à la fois le chemin spirituel, mais pas uniquement dans comment un environnement social quelconque, que ce soit la famille, que ce soit une communauté de travail, une communauté de voisinage, une communauté d'interaction, hein. Donc, je ne sais pas, toute communauté qui peut digne de ce nom. Et ben, si on ne peut pas trop s'en mêler les pinceaux, il y a la nécessité de savoir, ce qu'on dit en français en général, l'expression, c'est prendre du recul sur les situations et apprendre à observer les situations. Et tout d'abord dire que la pacification de l'esprit commence par quelque chose d'assez désagréable, en fait, si on on le regarde bien, c'est d'observer tout ce qui génère de l'agitation inutile. En général, quand il y a quelque chose d'inutile et qui me déplaît un peu, qui me met mal à l'aise, j'ai envie de le faire disparaître et de ne pas trop m'en occuper. Et l'enseignement du Bouddha sur ce thème-là, en tous les cas, a ceci de particulier, c'est le fait de dire, enfin de conseiller, surtout pas mettre ça sous le tapis, surtout s'habituer à s'arrêter et observer ce qui se passe. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, observer les situations. Et évidemment, si je veux vraiment observer la situation et que je n'ai pas l'habitude, il faut que je me mette un petit peu à part. Donc, s'il y a des situations que j'ai eues pendant la journée ou des trucs comme ça, il va falloir certainement que, par exemple, en fin de journée ou à un moment où je suis tranquille, je puisse y réfléchir de nouveau, etc. Mais petit à petit, si je prends l'habitude, ben, ça va devenir de plus en plus habituel, c'est-à-dire de plus en plus facile à, dans une situation, hop, prendre un petit regard en arrière, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui n'est pas en jeu, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Et si c'est désagréable, alors si c'est dangereux, c'est autre chose, hein. Faire une différence entre le désagréable, le dangereux et le souffrant. Ce qui, pourquoi je fais la différence, c'est les mots qu'on emploie dans les traductions sont souvent un peu, on passe de l'un à l'autre. Le désagréable est toujours intéressant à regarder, même si justement c'est pas très confortable. Le dangereux, c'est important de s'en protéger,
Donc, quoi qu'il se passe qui est réellement dangereux, pas un truc qui fait semblant d'être dangereux, mais ce qui est vraiment dangereux, ben, je sais pas, je suis devant une voiture, il y a une voiture qui fonce sur moi, je saute de côté, voilà, ça c'est nécessaire. Et ce qui est souffrance, c'est que quand il y a une vraie souffrance, c'est qu'on a besoin de trouver une solution. On a besoin de... Le désagréable, quand on a un peu l'habitude, on peut rester un peu dans le désagréable. C'est pas si grave que ça. Je sais pas si vous voyez. Donc, quand c'est désagréable, surtout ce qui se passe en nous-mêmes, c'est bien de prendre le temps d'observer, non pas forcément comprendre intellectuellement, mais aussi observer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est en jeu en moi-même dans une situation qui est désagréable. Quand c'est souffrant, ben, ça va être beaucoup plus difficile là, parce qu'il y a une vraie souffrance. Donc, il va falloir que je le regarde, mais je vais avoir moins de temps parce que la souffrance, il va falloir que je fasse une réponse à cette souffrance, que je fasse quelque chose qui évite cette souffrance. Et le dangereux, on verra plus tard, de toute façon. Donc ça dépend comment on vit les choses. Et en général, quand on parle d'entraînement à quelque chose, c'est-à-dire qu'on va commencer par le plus facile, le plus simple, puis petit à petit, par l'habitude, on va avoir des capacités qui vont se développer. Donc dans un premier temps, c'est le désagréable, c'est le plus intéressant. Et accepter d'être dans le désagréable, en fait, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et ça me permet d'observer ce qui se passe, ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Et ça va me garder d'avoir beaucoup trop d'ennuis qui vont être toutes mes réponses rapides au désagréable pour m'en débarrasser et qui génèrent en général d'autres problèmes à venir. Quand je veux me débarrasser de quelque chose, je ne m'en rends pas très bien compte, mais je vais très souvent générer des problèmes à venir. Si j'ai envie d'avoir quelque chose, il y a un truc et que ça coûte trop cher, c'est assez désagréable d'avoir envie de quelque chose que je n'ai pas et qui coûte trop cher. Mais si je veux me débarrasser de ce désagréable, si ce truc-là il coûte un peu cher, je risque d'avoir quelqu'un qui me dit c'est pas grave, vous paierez plus tard. Il va pas le dire, mais ça sous-entend 2 fois, 3 fois le prix. Ça va coûter beaucoup plus cher, vous le payerez. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression que je peux me débarrasser du désagréable. Mais je vais payer le truc plus cher. Déjà, je n'ai pas assez d'argent, je paye plus cher. Et donc, ça se rajoute à la liste de trucs que je paye en différence. C'est juste un exemple. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et pourquoi on va remettre plus tard? Parce que je voulais ce truc-là tout de suite. Et c'est désagréable de me dire, bah, ce truc-là, je ne sais pas, ça peut être un téléphone, une voiture, un machin, etc. Et de me dire, et finalement, bah, on verra le mois prochain, on verra dans 2 mois, on verra plus tard. Et ça peut être désagréable parce que je reste avec un ressenti émotionnel qui n'est pas celui que je voudrais. Je ne sais pas si vous voyez. Et par non-acceptation de ce désagréable, en fait, je me crée, sans m'en rendre compte, une situation à venir qui sera beaucoup plus problématique pour moi. Je ne sais pas si vous voyez le... Donc, pour s'entraîner à la pacification, il va falloir, dans un premier temps, observer 2 choses. Observer ce qui se passe en soi-même et essayer d'assumer quand c'est relativement désagréable, non pas par endurance, mais par apprentissage. C'est-à-dire, quand j'observe, je vois ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui est désagréable, vraiment, comment, etc. Et cette compréhension ne va pas guérir dans l'instant, mais va me permettre de trouver des solutions à la situation. Ça, c'est dans le quotidien, hein, des solutions à la situation, ou des chemins pour aller vers un mieux-être, mais qui sera beaucoup plus simple, parce que c'est comme si je prenais un médicament et que je sais pour quelle maladie c'est.
Et donc, étant conscient de la maladie, étant conscient du médicament et de ce que je veux obtenir, ben, mon esprit va être plus clair et faire les choses va être quand même beaucoup plus simple. Je ne sais pas si vous voyez le... Et ça, c'est un point qui est particulièrement important, surtout que de nos jours, en fait, si on regarde bien, là je prenais des petits exemples comme sur comment les réseaux sociaux, des trucs comme ça, mais en fait, on est dans une situation humaine actuellement. Alors, je ne sais pas si avant c'était peut-être un peu pareil, mais sous d'autres formes, mais je pense que ce n'était pas si différent que ça, mais on a des informations qui nous arrivent de partout, en foule, de manière très forte, et dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne peut rien faire en fait. On est complètement impuissant devant tout ce qui se passe dans le monde. Alors avant, je suppose on savait ce qui se passait son village, sa ville, un peu sa région, certainement avec des rumeurs, etc. Donc ça c'est peut-être un peu amplifié, mais je ne sais pas, peut-être pas tant que ça. Mais là maintenant, il y a tout un ensemble de choses qui arrivent et qui finalement nourrissent ce mental qui fabrique des pensées, qui fabrique des idées. C'est comme si on donnait une nourriture d'agitation au mental et qui fait que finalement, alors c'est toujours bien de voir ce qui se passe dans le monde, etc. C'est pas tellement ça qui est mauvais, mais qui fait que me retrouve impuissant devant ça, je ne sais pas quoi en faire, et ça, plus ou moins consciemment, ça agite l'esprit. Ça travaille l'esprit. Ça réveille les émotions, ça réveille les peurs, ça réveille tout un ensemble émotionnel. Et ça met dans une situation, en fait, qui va petit à petit générer un inconfort, mais là, pour le coup, constant. Et souvent, cet inconfort constant, eh bien, il y a un moment donné, on prend l'habitude de cet inconfort constant, mais en même temps, on ne va pas bien pour autant. Je ne sais pas si vous on n'est pas pour ça qu'on est bien épanoui, etc. Et comme tout ce flot d'idées, d'informations, de fois qui sont très souvent pas très bonnes, voire mauvaises, mais de temps en temps bonnes aussi, mais qui vont alimenter sans arrêt l'esprit, et qui fait qu'à un moment donné, évidemment, cet aspect de l'esprit que j'appellerais le mental, qui fabrique des pensées, des idées, des images, etc., eh ben, il est en surchauffe, en fait. Et il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en action. Et là, on risque d'être dans des problématiques d'agitation, de peur, et des fois de réactions qui sont qui dépassent même, qui me dépassent moi-même. Parce que je surréagis à certaines choses sans trop savoir pourquoi. Et là, pour le coup, je ne vais pas avoir de... l'appel d'esprit n'est pas atteignable, en fait. Donc, la première chose, c'est de voir qu'est-ce qui fait dans ma vie pour moi. Alors, ça aussi, c'est important. Dans l'enseignement du Bouddha, on va parler beaucoup de choses générales qui sont des fonctionnements généraux de tous les êtres. Mais, alors je reprends souvent un exemple, c'est que pour prendre un peu extérieur, on pourrait dire dans le monde, il y a tous les arbres ont des caractéristiques communes. Tous les arbres ont des racines, troncs, branches, feuilles, fruits, graines qui vont donner d'autres arbres, etc. Tous les arbres ont ça. Mais si, donc, la manière dont fonctionne un arbre, etc., on peut en parler de manière générale et sur plein de choses. Mais si on regarde attentivement, on ne trouvera jamais deux arbres identiques. Je ne sais pas si vous voyez, bon, peut-être il y en a, et avant de les trouver, deux arbres qui sont exactement identiques, ça n'existe quasiment pas. Donc, c'est pas trouvable. Donc, quand on parle de ce que je suis en train de parler, c'est des fonctionnements généraux, comme si je parlais comment la sève se balade dans les branches, etc., à propos des arbres. Mais
ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de regarder en soi-même comment ça fonctionne pour moi. Je ne sais pas si vous voyez le truc, c'est en moi-même comment ça fonctionne et tout ce qui va être contraire à la pacification, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on traduit en général dans l'enseignement du Bouddha comme étant la traduction la plus ancienne, pas très juste, mais peut-être la plus compréhensible quand même, c'est les émotions perturbatrices, les mouvements de l'esprit perturbateur. Et ces mouvements, en fait, troublent l'esprit, créent du trouble dans l'esprit. C'est en ça qu'ils sont perturbateurs. Et ce trouble, il s'auto-nourrit. C'est comme d'une certaine manière, un hamster, je ne sais pas s'il y a encore ça dans les familles, c'est ces petites souris là qui tournent dans des roues, et ça tourne, et à un moment, ce petit animal, c'est comme en prison, parce que pour pouvoir tenir debout, il est obligé d'avancer puisque la roue tourne, et à chaque fois qu'il avance, il fait tourner la roue. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Et là, notre confusion, finalement, on réagit à des choses, puis on réagit, et ça réagit sans arrêt, et c'est comme si ça tournait de plus en plus vite, et à chaque réaction, on remet un coup, une impulsion voilà, dans le système, quoi. Je ne sais pas si vous voyez le fonctionnement en général là. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on cherche quand on se dit ce monde il est agité, il est négatif, etc. Comment je pourrais, moi, développer un peu de sagesse, un peu de clarté dans l'esprit Eh bien, nourrir ça, c'est exactement le contraire. Et savoir ce qu'est le contraire me permettra de trouver, c'est un peu peut-être paradoxal de dire comme ça, mais savoir ce qui génère de plus en plus de troubles et d'agitation, bien regarder comment ça fonctionne, et ben petit à petit, ça va m'apprendre à moins le nourrir. Le nourrissant moins, il y aura moins d'agitation. Un peu comme si ce hamster, d'un seul coup, il s'apercevait qu'il fallait qu'il ralentisse au lieu d'accélérer dans son mouvement, et finalement, il s'aperçoit que la roue ralentit. Mais pas tout de suite, ça va se faire petit à petit. Donc, voilà, c'est qu'un exemple, mais cet exemple va me permettre de commencer à comprendre pourquoi on me conseille de faire ci, de faire ça, d'avoir telle qualité, l'ouverture, la générosité, enfin voilà, des qualités comme ça, qui des fois sont très inspirantes, mais finalement, je ne sais pas trop ce que c'est, donc je vais appliquer ça comme un cataplasme, mais qui ne va pas vraiment fonctionner. Par contre, quand je vais commencer à percevoir comment cette agitation de l'esprit fonctionne, et ben, petit à petit, je vais comprendre comment quelque chose va être guérissant pour ça. Et là, je vais mettre en application d'une manière différente. Pas par bonne conscience, pas parce que, comme on dit des fois, la maladie, hein, c'est une maladie assez grave, c'est-à-dire parce que je l'ai entendu, parce que c'est marqué dans tel, que c'est écrit comme ça, etc. Évidemment, c'est intéressant parce que c'est important même, parce que c'est des points de référence. Mais ça ne suffit pas. Hein, si on veut enfin, si on veut changer son expérience, il faut que ce qui soit dit, à un moment donné, soit appliqué à cet être très étrange que j'appelle moi. Parce qu'en fait, cet être que j'appelle moi est très étrange, si on regarde bien. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cet être que j'appelle moi. Et le fait de déjà ralentir ces mouvements inutiles, ben, ça va être assez important. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle pacification, c'est d'abord observer ce qui agite. Et une fois qu'on a vu ce qui agitait, ben, non pas le supprimer, parce que si on essaye de le contraindre, encore une fois, ben, ça va marcher un petit peu, puis ça va ressortir encore plus fort, mais plutôt petit à petit le ralentir, s'habituer à le ralentir, et on va percevoir quelque chose de très étrange, c'est que à un moment donné, je perçois les mêmes choses, mais autrement. Je perçois mes voisins, les gens avec qui je vis, ma communauté, etc. Je vais percevoir ça avec les mêmes personnes, mais je vais les percevoir autrement parce que mes filtres d'agitation et de perturbation
vont s'éclaircir dans la tradition, pas dans beaucoup de traditions bouddhistes, on prend cet exemple-là. C'est comme le brouillard, qui, quand un matin il fait du brouillard, je ne peux pas voir à plus de quelques mètres, mais finalement, si j'attends, si je suis tranquille, ben, il y a un moment donné, le brouillard va se dissiper, et c'est ça qui va permettre de voir ce que je ne voyais pas avant. Et ce que je ne voyais pas avant, il était aussi là, aussi proche, sauf que j'avais quelque chose qui m'empêchait. Et ce brouillard, il est interne. Il est, alors que, et ça c'est quelque chose qui est aussi intéressant à intégrer petit à petit, c'est le fait que c'est pas de la faute des autres que j'ai ce problème d'agitation émotionnelle, ça vient de moi. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que les autres, je ne pourrais jamais les changer. Moi, je peux améliorer ça. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des gens qui essayent de changer les autres, il y en a eu beaucoup, hein, énormément. Mais si on regarde si on prend référence au l'enseignement du Bouddha, l'enseignement du Bouddha, il n'a pas essayé de changer les autres. Il a donné des indications pour changer. Mais lui-même, il n'a pas prétendu qu'il allait transformer les personnes. Il n'a pas pris quelqu'un et transformé en un autre Bouddha. Je ne sais pas si vous voyez, mais il a donné des manières d'aller vers cette sagesse. Et donc, le truc, c'est que qu'est-ce que je fais de tout ce qu'on me dit en général et comment je l'applique à, encore une fois, on pourrait dire aussi cet être étrange ou ce pays intérieur qui est un pays à découvrir que j'appelle moi, avec mes espoirs, mes craintes, mes refus, mes émotions en embuscade, mes traumas qui sont bien cachés puis qui vont sortir comme des petits diables au dernier moment, etc., etc. Enfin, voilà. Et tout ça, ça se passe en moi-même principalement. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un point qui me semble particulièrement important. Et par exemple, actuellement, ce qui n'est pas faux en tant que tel, hein, c'est pas que c'est faux, mais que c'est plutôt inutile. C'est qu'on entend beaucoup de gens qui disent ah, il y a la guerre qui se rapproche, il y a ceci, il y a cela, il y a ça. Et le fait de brasser de plus en plus ça nous. Alors que nous, pour le moment, il n'y a pas ça à notre porte, on peut s'y préparer peut-être, mais c'est comme si on avait autant peur que si c'était à 2 kilomètres de chez nous. Oui. Et c'est dommage parce que ça nous empêche de nous préparer à et peut-être même les difficultés ne viendront pas des autres qui sont en guerre. C'est que ça, on verra ça plus demain pour ceux qui sont là, mais quand je vais être en fin de vie, eh ben, c'est mon monde qui va être en guerre, en fait. C'est ce qu'il y a autour de moi. Et à un moment donné, il va bien falloir que je quitte ce monde, de toute façon. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas de pacification, s'il n'y a pas de clarté, c'est pas à ce moment-là que je vais en accueillir de la clarté. Donc, on pourrait dire chaque journée dans une réalité extérieure, de ce que je vis, qui est à peu près calme, si je l'utilise pour regarder comment je fonctionne, etc., eh ben, je gagne sur le moment où les perturbations, de toute façon, vont arriver, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Donc, c'est un peu le problème d'être toujours nourri par tout ce qui ne va pas. Il y a même des gens qui se réunissent pour parler de ce qui ne va pas, vous voyez, ou de ce qui pourrait arriver et qui ne va pas, etc. Et là, on nourrit quelque chose qui en fait, ne peut pas nous aider. Je ne sais pas si vous voyez le. Vous n'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, tout ça pour dire que ce qui est paradoxal, mais c'est paradoxal à la fois dans ma vie courante, et si je veux pratiquer la méditation, c'est exactement pareil. C'est que, je prends l'exemple de la méditation, parce que je pense que la plupart vous connaissez, mais si j'essaye de méditer, je me dis, bon, je commence, ok, je vais méditer, voilà, on m'a dit qu'il fallait s'asseoir comme ci, comme ça, je tiens droit, je respire. Et évidemment, je ne me rends pas trop compte, mais
j'ai quand même envie d'être calme. Et en fait, la première chose que je vais voir, je vais forcer le calme un petit peu, je vais me contraindre au calme pendant quelques temps, mais quand cette contrainte elle va se lâcher, je vais m'apercevoir que le calme, il est pas là, quoi. Je vais me rendre compte, je vais prendre conscience de l'agitation. Donc, je vais me rendre compte de ce que je veux pas, ou que je ne souhaite pas. C'est pas ça que je cherche. Mais je ne peux pas trouver le calme si j'ai pas bien observé l'agitation. Je ne peux pas devenir généreux si je n'observe pas bien ma radinerie, ma non-générosité. Il y a des moments ouais, généreux, ah oui, oui, je suis en train de danser, ah oui, généreux. Et là, ah pour lui, non. Et là, ça commence. Si, sinon, le reste, c'est juste du théorique, quoi. C'est pas... Et donc, toutes les perturbations, elles sont dignes d'être regardées, dignes d'être observées. Parfois, on peut les analyser pour mieux avoir cet aspect de compréhension, moi je dirais plutôt conceptuel ou intellectuel. Des fois, c'est mieux de juste les observer, comment ça passe, comment. Et la méditation, ça c'est idéal, comment mon esprit peut être comme ça relativement calme. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je pense à l'imbécile qui m'a pris la tête avant-hier, et que je suis pris dedans, je m'en rends compte, bon, on va rester calme, et puis c'est assez désagréable d'être un peu en colère, et ben j'y arrive pas, parce que, ah oui, la respiration, oui, mais quand même, et je repars dans mon... Et c'est comme si je ne peux pas lâcher cette agitation, et donc il faut que j'aille. Il faut, en fait, d'un certain point de vue, la méditation, c'est apprendre à lâcher prise, mais pour apprendre à lâcher prise, il faut que j'observe combien je tiens prise. Si je n'observe pas ce qu'on appelle prendre quelque chose et vouloir le garder, c'est-à-dire saisir, ce qu'on appelle ici. Évidemment, c'est mental, donc c'est pas si concret, c'est pas matériel ou physique, mais c'est pareil. Si je n'observe pas, si ce truc-là m'embête et j'en veux pas ou j'en veux ou quoi que ce soit, eh ben, tant que je le saisis, il sera pas loin, il ira juste là, mais il sera toujours autour. Et il va falloir un moment que j'observe, mais c'est quoi qui saisit? Et si là, je prends, c'est juste l'exemple, là, c'est quoi qui saisit? Ah, c'est ma main qui saisit. Ah ben, je vais lâcher ma main. Non, ça ne marche pas comme ça. Ah, non. Et là, il va falloir que. Ah oui, ça tient bien quand même. Donc là, je vais lâcher. Et puis des fois, hop, il y a un truc qui reprend. Et patiemment, il va falloir que je m'occupe de ce qui prend et ce qui saisit et ce qui tient pour pouvoir le détendre et pour pouvoir passer à autre chose. Et c'est ça qui est un peu embêtant au début, mais quand je dis au début, c'est un début qui est un peu long, mais après on s'habitue. C'est ça la différence. C'est de faire attention, de s'intéresser à ce qui me dérange. Ouais. Oui, alors j'ai une question qui me vient là, comme ça. J'en parlais encore aujourd'hui avec une personne et c'était pas la première fois. Que quand il y a une agitation émotionnelle, c'est difficile, voire impossible de méditer, ce que tu disais. Mais je me disais qu'en même temps, ma question c'était, est-ce que méditer n'aide pas à affiner cette observation pour justement trouver le calme? Tu vois, dans quel sens on peut faire le chemin? Parce que ce que j'observe quand même, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que j'arrive pas à méditer si je suis agitée. Mais quand même, je me dis, est-ce que la méditation pourrait pas m'aider à ne plus être agitée? Tu vois, j'aimerais bien le chemin inverse. Voilà. Alors, d'une certaine manière, ni l'un ni l'autre. Mais en fait, ça va dépendre comment on voit les choses. Si je me dis je ne peux pas méditer, ça signifie une chose, c'est que je veux le calme. Pour moi, méditer, c'est être calme et j'accepte pas d'observer l'agitation. Si je n'observe pas l'agitation, je ne serai jamais calme. Si être calme, c'est pouvoir être calme dans l'agitation d'une certaine façon. Je ne sais pas si il faut que j'accepte l'agitation. Donc, idéalement, alors, on pourrait dire l'intérêt de l'entraînement à la méditation, souvent, c'est de recommander de le faire toujours à peu près à la même période de la journée, fin de ma journée, quand je fais les choses. Parce qu'en fait, justement, un jour ou l'autre, j'aurai toutes les émotions pendant ma méditation. Donc, je méditerai avec des émotions.
Donc, des émotions évidentes, parce que des émotions de toute façon, il y en a toujours, mais plus évidentes. Et donc, évidemment, c'est bien de méditer quand j'ai des émotions. Mais si, comme tu le dis, et c'est là où il peut y avoir une autre erreur, c'est que si je médite, je vais pouvoir lâcher. Mais en fait, non. Ben non. Si je médite, je vais pouvoir observer. Et si j'observe assez longtemps, eh ben, c'est même pas moi qui vais lâcher. Il y a quelque chose qui va lâcher, qui va s'ouvrir. Et c'est pour ça que c'est ni vrai ni pas vrai dans tous les sens du terme, parce que si je médite, si j'ai un esprit énervé, par exemple, une émotion un peu forte comme ça, et si j'essaye de méditer, ben, je vais me confronter à tout ce que cet énervement fait s'élever comme pensée. Donc, je vais commencer à apprendre le langage de ma colère. Alors, souvent, surtout les gens qui m'entourent, je connais bien le langage de leur colère. Mais les langages de ma colère, non. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? C'est les trucs qui fixent, les trucs qui sont. Voilà. Et donc, méditer, ça. Mais ça va me mettre en lien avec l'émotion. Ça va me permettre de la connaître un peu mieux, de l'observer, mais ça ne va pas la détendre tout de suite. C'est-à-dire, la méditation, ce n'est pas non plus un cachet à l'aspirine. J'ai un peu de colère, nervement, caché à l'aspirine, j'ai un peu mal à la tête, caché à l'aspirine, j'ai plus mal. Hop, petite méditation, pof, 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 et puis voilà, c'est pareil. Et là, ça marche, ça peut marcher un certain temps, mais pas. C'est-à-dire que quand je méditais, je l'observais. Et c'est ça la partie désagréable. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, et ce qui est tout à fait normal, hein, d'une certaine manière, quand il y a une émotion forte, ben, ils n'ont pas envie de méditer. Parce que méditer, ça m'oblige à voir ce qui est désagréable. Tandis que si je ne médite pas, je vais pouvoir me distraire, comme on dit. C'est-à-dire pouvoir aller me promener, faire quelque chose qui me déconnecte apparemment de ça, mais qui reste toujours là. Parce que là, ça va devenir un objet d'observation. Donc si je n'ai pas envie de méditer, c'est normal. Enfin, c'est normal, il n'y a rien même de reprochable à ça. Mais si j'arrive un peu à méditer avec l'émotion, ça va être plus intéressant pour le futur. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va être un peu difficile. Plus ou moins difficile selon les situations. Et après, je vais reprendre un autre exemple après, mais après, quand j'ai l'habitude de regarder ces mouvements émotionnels, ben, il y a des moments, ils lâchent, mais par eux-mêmes, parce que ça me paraît tellement inutile. Il y a des fois, je ne sais même pas comment j'ai pu me prendre la tête avec ce truc. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est un autre exemple. On a tous ça, je pense, on a vécu ça. Il y a des moments, il y a le lien, le rapport avec quelqu'un, etc., qui me prend la tête. Et puis, quand je m'endors, quand je me réveille, quand je fais des trucs, je pense, par exemple, à un conflit avec la personne. Voilà, ça m'énerve, ouais, elle me répond ça, ouais, mais moi je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et des fois c'est très fort, des fois c'est pas très fort, mais c'est quand même là. Et comment ce truc-là, ben, si j'arrive à l'observer et à prendre un peu de recul, et ben à un moment donné, et des fois, rien que le temps, c'est-à-dire plusieurs jours, etc. Et après, je repense à cette personne, je ne sais pas moi, une semaine plus tard, et ça ne me fait rien, je dis, oh mais la semaine dernière, elle me prenait la tête, machin, et tout ça. Là, et enfin, je me dis, mais je me rappelle l'histoire et je me demande, c'est ce que je disais, pourquoi je me suis pris la tête avec ça. Et pourtant, si je me rappelle, je suis bien pris la tête. Mais je ne peux jamais savoir à quel moment ça s'est ouvert. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle souvent le lâcher-prise, c'est-à-dire le moment où ça s'ouvre. C'est impossible à savoir l'instant où ça s'ouvre. Mais il y a un moment où ça s'ouvre. Je ne sais pas si. Et c'est pour ça que je dis lâcher-prise. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas trop ce terme parce que lâcher prise, ça peut vouloir dire laisser aller les choses. Mais là, c'est pas pareil. J'observe les choses jusqu'à ce que ça devienne des fois même absurde, d'une certaine manière, et il y a quelque chose qui se détend et ça lâche. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitué un peu à la méditation, mais il y a un truc qui est intéressant si jamais vous méditez, c'est lorsque l'on médite, ces petits trucs qui sont justement, comme je disais tout à l'heure, pas du tout de la souffrance, mais qui vont être
des gènes. C'est-à-dire, je suis là, je médite, bon, je peux avoir mal aux jambes, au pied, bon, ça, je vais bouger un peu pour. Mais il y a des trucs, c'est pas ça, c'est juste, ça me gratte un petit peu. Et je suis là, et, et j'ai envie de me gratter. Et là, c'est évidemment, je vais pas. Si je laisse le genou fragile plier trop longtemps, je vais avoir mal. Donc ça ne sert à rien. Mais là, ça ne va pas changer grand-chose. Et je vais rester comme ça. Et je continue à vivre. Enfin, j'essaye de continuer à vivre. Je reviens, respiration par exemple, ou, visualisation, quoi que ce soit. Je reviens sur la méditation. Et puis, petit à petit, je vais apercevoir que cet endroit-là de mon corps, mon corps tout entier, le reste, j'ai oublié, toute mon attention est pensée sur cet endroit-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Et il y a des moments, c'est tellement, c'est pas une douleur, mais c'est tellement énervant que je vais faire ça. Et en général, quand je l'ai fait, si vous regardez bien, c'est là que ça me prend. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que ça ne vient pas vraiment de l'endroit, c'est plutôt quelque chose qui est tendu en moi-même qui va me pousser à ça. Et autre chose, si il y a des moments, j'y arrive à peu près à rester tranquille, et donc je vais m'apercevoir que mon esprit va se concentrer sur le truc, il n'y a plus que ça, et je reste tranquille. Et à un moment donné, je m'aperçois, et je ne m'aperçois pas quand ça se passe, je m'aperçois que là, ça a disparu. Je ne sais pas où c'est allé, ça a disparu, mais je ne me perçois pas du moment où ça a disparu. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne peux pas dire, ah là, c'est en train de disparaître. Jamais. Je fais ça, ok, on se calme. Et en fait, pourquoi je ne vois pas quand ça disparaît, surtout la méditation? Parce que mon attention va être retournée sur le souffle. Donc, et à un moment donné, ça va marcher. Je vais être sur le souffle, ça va disparaître. Et d'un seul coup, ah tiens, je n'ai plus rien. J'ai plus le truc. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand je m'aperçois qu'il y a même un petit truc comme ça qui est lâché, ça détend, ça fait du bien. C'est un peu plus ouvert. Donc, même quoi que ce soit que je fasse, une émotion perturbatrice où il y a pas mal de saisie, eh ben, je ne vois pas quand ça lâche, mais je vois que ça a lâché. Et une fois que ça a lâché, je ne comprends plus. C'est pour ça qu'il faut que j'essaye de m'en rappeler, de le connaître. Je ne comprends plus le discours que j'avais pendant que je discourais sur cet autre qui était un vrai emmerdeur. Enfin, toi, le truc, le voisin imbuvable. Là. Et d'un seul coup, bravo, il n'est pas si imbuvable que ça. Et si j'arrive à me rappeler mon discours de l'énervement que j'avais il y a 2-3 jours, eh ben, c'est n'importe quoi. C'est pas complètement faux, mais c'est pas au point où je le voyais à ce moment-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et en fait, tous les émotions, on va apprendre à les ouvrir comme ça. D'abord sur un coussin, et que petit à petit, le processus, on va savoir, comme un gamin qui sait faire du vélo. Le processus, c'est qu'à partir d'un certain temps, bah, on commence à le faire. Alors quand on ne sait pas bien faire, bah, ça ne marche pas à tous les coups, etc. Puis petit à petit, ça fonctionne. Alors après, quand ça fonctionne, on va voir un degré plus loin, un degré au-dessus. C'est pas fini pour autant, mais et ça passe au début par l'observation de ce désagréable. Et quand on les observe bien, après, on appelle ça les tendances quand même. Alors, l'observation, il faut faire attention. Là, il y a deux façons d'observer quelque chose. Il y en a une dont on a l'habitude, qui n'est pas forcément mauvaise, mais si il y a qu'elle, elle va être très réductrice, c'est l'observation analytique. J'analyse, ah, je suis comme ça, je suis comme ci, parce que ceci, parce que cela. C'est-à-dire, c'est purement conceptuel. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a l'autre observation qui est juste, j'en pense rien, mais je regarde. Je n'en pense rien, mais justement, je regarde que mon discours, là, mon blabla, je suis en train de penser des choses. Et je reconnais bien qu'il y a la couleur de l'émotion dans comment je pense. Comment je pense quand je suis en colère, comment je pense que je suis dans l'attachement, comment je pense quand je suis énervé, quand je suis content, quand je suis un peu trop excité, etc. Et là, je ne vais pas analyser, je vais
observer, c'est-à-dire vraiment contempler d'une certaine façon. Juste, voilà. Et là, je vais pouvoir reconnaître tous ces différents états d'esprit qui sont liés à des émotionnels, etc. Et c'est qu'après que je vais commencer à voir les tendances, parce que si je les vois trop tôt, les tendances, c'est de la fabrique. J'applique du raisonnement sur le truc, ça, c'est pas intéressant. Dès que je commence à voir ces discours mentaux, eh ben, je vais reconnaître qu'il y en a certains qui reviennent très souvent. Et d'autres qui reviennent, sont là, mais pas trop. Et ceux qui reviennent très souvent, le plus souvent possible, ben là, je vais m'apercevoir que là, c'est des choses qui sont bien enracinées, bien costauds, et que c'est tellement, là, ça va durer longtemps. On va apaiser le truc, mais c'est comme apaiser, je sais pas moi, un petit chien ou un gros tigre. C'est pas le même temps, quoi. Je sais pas si tu vois Oui. Et la tendance, après, une fois qu'on observe les tendances, après, il va y avoir d'autres choses à voir comment on peut faire avec les tendances. Mais d'abord, je pense, le premier temps, c'est de passer du temps à examiner. En fait, c'est des fonctionnements, mais la plupart de ces fonctionnements sont ce qu'on va appeler des dysfonctionnements. Si je parlerais en français plus commun, je dirais des défauts. Mais voilà, si on était parfait, il n'y aurait pas de problème. Donc, mais quand j'observe mes défauts, ben, je ne sais pas comment beaucoup s'éclatent à observer ses propres dysfonctionnements, mais c'est inconfortable, désagréable. Et d'ailleurs, quand c'est désagréable, c'est très rapide. Ah ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est pas moi, madame, c'est mon voisin qui a commencé. C'est pas de ma faute, c'est papa, maman, c'est machin, je sais pas si vous voyez. Là, c'est qu'on est tombé sur un bon dysfonctionnement. Donc c'est bien intéressant. Je sais pas si vous voyez. Parce que dès que j'essaye de l'attribuer à quelqu'un d'autre, c'est que ça me dérange. Je sais pas si vous voyez. Parce que quand je suis assis tranquillement et qu'il n'y a personne qui m'embête et que ces trucs qui fonctionnent tout seuls, c'est qu'ils fonctionnent. Je les ai intégrés en tous les cas. Même si des situations du passé m'ont aidé m'ont poussé à l'intégrer, ça n'empêche que ça, je l'ai intégré. Et là, pour le moment, c'est interne. Les autres, ils ne sont plus là. La plupart des autres qui auraient généré ça, ils ne sont plus là. Donc c'est à moi d'en partir. Et dès que j'essaye de l'attribuer à quelqu'un d'autre, ça devrait être ça aussi, c'est un discours intéressant. C'est un truc que je n'ai pas envie de regarder, quoi. Mais c'est pas moi, ça, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Et après, les tendances, c'est les trucs qui reviennent. Et puis des trucs qui s'apaisent un petit peu, puis je m'aperçois. Alors ça, la vraie tendance, c'est souvent ça. Ça pèse dans un certain domaine, un petit peu comme ça. Et puis sans m'en apercevoir, paf, dans un tout autre domaine, ça pèse au travail, puis après ça passe dans la famille, après ça passe dans le voisinage, après ça passe dans le club bouddhiste, on va dire, le KTT ou le centre, machin. Et ça va se balader comme ça. Mais c'est comme une espèce de bestiole qui rentre sous l'eau puis qui remonte un peu d'avant. Ça, c'est une tendance. Et ça, il faudra du temps. Je ne sais pas si ça répond. Et là, effectivement, quand on commence à repérer les tendances, il y a d'autres choses à faire. Le gros problème de la tendance, c'est que sans m'en apercevoir, je suis identifié à la tendance. Si d'un seul coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas abandonner une tendance comme ça. Si j'abandonnais d'un seul coup, et d'ailleurs même en l'imaginant, si j'abandonne une tendance, je sais, c'est comme si moi n'existais plus. Je ne serais plus cette construction avec cette tendance. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme je serais quelqu'un d'autre. L'année dernière, on avait parlé du deuil, etc. Eh ben, des fois, il y a des tendances qui sont liées à des personnes ou des situations. Quand les personnes ou les situations meurent, eh ben, la tendance, elle continue à fonctionner, mais elle est mise à mal. Et il y a un moment donné, je ne sais plus qui je suis. Il faut que je reconstruise cette image que j'ai de moi-même. C'est ce qu'on dit souvent en français dans le cadre, on dit l'ego, ceci, l'ego, ça. L'ego, ça veut dire moi.
Mais quand c'est problématique, en fait, c'est pas moi comme une entité, c'est l'image que j'ai de moi-même. Et l'image que j'ai de moi-même, elle est composée, entre autres, de mes tendances. Je ne sais pas si c'est clair. Si j'ai vécu des trucs durs à un moment donné, par exemple, prendre une tendance qui est qu'on peut peut-être, j'espère, regarder avec un peu de recul, qui j'espère, ne vous concerne pas trop, ne nous concerne pas trop, c'est la tendance victimaire. J'ai été victime de problèmes quand j'étais plus jeune et je me suis habitué à être m'étiqueter moi-même comme victime, à réagir à certaines situations, etc. comme victime. Et à un moment donné, je dis, mais je ne veux plus de ça. Je ne suis plus victime. Et bien, c'est compliqué parce qu'il faut que je reconstruise ce que nous, on appelle la personnalité, en fait. Parce que enlever un élément comme ça, ben, je ne sais plus qui je suis. Alors que c'est quelque chose qui est gênant, qui est perturbant. Et tu vois le truc. Et donc, les trois quarts des tendances, donc ça c'est juste un exemple, mais les trois quarts des tendances qu'on a, eh ben, on va avoir cette difficulté-là. C'est si on veut les apaiser, on va transformer quelque chose de cette construction interne que j'appelle moi, et il va falloir que ça se reconstruise autrement, quoi. Je ne sais pas si tu vois Donc, c'est la tendance, vaut mieux s'en faire une alliée, parce que ça va continuer longtemps. Et les trois quarts des tendances, elles ne sont pas bonnes ou mauvaises en tant que telles. Leur plus gros défaut, c'est que c'est une tendance. C'est-à-dire que ça revient dans toute situation et que plein de situations, c'est hors propos avec la situation. C'est l'habitude de répondre. C'est ça le plus grand problème. Parce qu'il y a plein de tendances, il y a des gens qui ont des tendances. Certaines tendances génèrent des qualités, des capacités. Mais à d'autres moments, ces mêmes tendances génèrent des problématiques. Du fait que c'est des tendances. Et du fait que c'est des tendances, si on reprend ça juste, puisqu'on est sur le thème de la tendance, eh ben, comme ces tendances, ça fonctionne d'elles-mêmes, toutes seules, eh ben, l'esprit n'est jamais en paix, parce qu'il est toujours travaillé par ces diverses tendances qu'on a en nous-mêmes. Donc il faut les regarder, il faut les connaître, il faut les... Alors, l'idéal, on va dire, il y a un processus qu'on appelle comme ça, et qui est... voilà, une sorte d'idéal, mais enfin une manière de voir qu'il est que tout dysfonctionnement, ou tendance, mais on va parler plutôt de tout dysfonctionnement, si on veut l'apaiser, il faut en prendre conscience. C'est la première étape. C'est-à-dire pouvoir connaître et que ce truc-là qui s'élève, ce n'est pas la faute des autres, c'est que j'ai intégré cette manière de réagir aux choses. Si quelqu'un rentre dans cette pièce et m'insulte, si je réponds par la colère, c'est pas l'autre qui m'a passé la colère. C'est la colère que j'ai en moi et que très souvent, je ne sais même pas comment réagir autrement que par la colère. Mais la colère que je ressens, c'est la mienne, ce n'est pas celle de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Sinon, la patience serait un vain mot d'une certaine manière. Et la tendance, alors si je reprends un truc de la tendance, c'est que si en plus je réponds par colère et que la colère c'est ma tendance, c'est que quand quelqu'un m'énerve, je ne sais pas faire autrement. Ouais. J'ai des capacités réduites. Alors, je cite souvent ça parce que c'est comment quelqu'un qui m'a appris à travailler, fut un temps, du temps où je travaillais, et dans le bâtiment, et qui me disait, si tu n'as qu'un seul outil, si tu n'as qu'un marteau, tous les problèmes, tous les trucs à réparer, tu vas les voir comme des clous. Juste un truc pour taper, il y a un problème, tu vas taper. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il faut un ensemble, une boîte à outils, et il faut savoir servir des outils et savoir l'outil qui correspond à la situation. Ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Hein. Et donc, s'il y a quelqu'un qui rentre et qui m'agresse, eh ben, si j'ai plein d'outils, je peux avoir envie peut-être de réagir par la colère, mais dire, ah bah oui, mais peut-être je pourrais réagir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et si j'ai vraiment l'habitude, eh ben, là, d'un seul coup,
je suis beaucoup plus libre parce que j'ai plein de manières de réagir à la situation. Je sais pas si. Et le problème de la tendance, c'est le. Mais pour ça, il faut que alors, il faut que je connaisse comment je fonctionne et au moment d'une situation, que je reconnaisse ce fonctionnement. Et là, petit à petit, que je m'entraîne à ne plus répondre systématiquement, mais répondre de différentes manières. C'est pour ça qu'il faut ouvrir l'esprit aussi. Et donc, petit à petit, je vais devenir bien plus, comment, j'allais dire doué, je ne sais pas si on peut dire, mais capable de répondre habilement à divers types de situations. Et peut-être que même la situation de me mettre en colère, finalement, ça sera la meilleure. Pourquoi pas? Mais ça ne sera pas un truc systématique et que je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais pas si vous voyez. Et on dit que nos tendances, on dit souvent les émotions perturbatrices, mais les tendances qui sont liées, en fait, on est emprisonné dedans. On est comme en prison. Parce qu'on répète toujours des trucs un peu semblables, etc. Voilà. Donc, pour pouvoir repérer, prendre conscience des dysfonctionnements, commencer à les connaître, parce que, par exemple, dans la méditation, ils vont revenir, etc. Ça va me permettre de quoi? Parce que si je n'ai pas pris conscience et je ne connais pas, qu'est-ce que je ne pourrais pas faire? La troisième chose, c'est reconnaître. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un que je ne connais pas. Là, on me dit, bah, tu vas à tel endroit, à la gare machin, il y aura un tel qui t'attend. Si j'ai jamais vu la personne, je ne pourrais jamais la reconnaître. Donc, pour pouvoir reconnaître mes fonctionnements, il faut d'abord que j'en ai pris conscience, que je les ai bien regardés pour m'en rappeler, et après, je peux les reconnaître. Et une fois que je les reconnais, ce qui va peut-être être la partie la plus longue, je vais m'entraîner à pouvoir avoir de la souplesse dans, pas éliminer les dysfonctionnements, mais de la souplesse dans ces dysfonctionnements. Et en fait, il va se passer plein de choses, mais l'esprit va rester beaucoup plus calme. Et ça, c'est une vraie pacification de l'esprit. En fait. Donc, il faut prendre conscience, comment connaître, c'est-à-dire observer, analyse et observation simple, et petit à petit reconnaître et amener de la richesse réactive par rapport à ce que je perçois de moi-même. Dans ce que tu décris, la chose la plus utile, est-ce que c'est pas aussi, et qui s'appliquerait quasiment à toutes les situations que nous rencontrons les uns les autres, c'est de prendre le temps, de ne pas réagir dans l'instant. Alors, dès que je prends le temps, je peux peut-être voir quelque chose, et en tout cas, il me semble qu'on a tous vérifié ça, agir autrement. Alors, et ne plus être dans la réaction. Oui, mais c'est que à un moment donné, il se passe quelque chose de relativement important et je ne peux pas dire pause. Ça prend le temps et puis réagir. Ce n'est pas toujours possible. Et justement, l'idée, au début, je vais pouvoir faire ça que, effectivement, en prenant du temps. Il n'y a pas d'autre solution au départ. Pas au départ, même déjà après un bon départ, où je prenne du temps et même que je regarde des fois des situations qui se sont passées plus ou moins bien et que je les regarde a posteriori. Je vois ce qui était en jeu, voilà, etc. Et ça, c'est vrai. Mais le but, c'est que mon esprit, parce que mon esprit est très vif en fait, mais que après l'entraînement, je puisse réagir de plus en plus vite aux situations et d'une manière beaucoup plus riche que simplement de la monoréaction tendancielle, on pourrait dire, si je peux dire comme ça. Mais effectivement, au début, il faut prendre du temps. Et pour prendre du temps, je pense que ce qui nous est conseillé, ce qui nous est donné, c'est d'avoir des moments où on se retire du mouvement. Mais retire du mouvement extérieur, d'une certaine manière. En fait, on ne se retire jamais du mouvement parce que tout change tout le temps, tout est en mouvement tout le temps, etc. Mais d'avoir un moment de recul avec moins de mouvement où on va peut-être faire justement la méditation, de se rappeler des idées comme le refuge, comme voilà, l'ouverture aux êtres, et des moments, avant ou après, ça dépend, mais des moments où on va
aussi regarder ces situations qu'on a traversées et de voir quand ça s'est plutôt bien passé ou c'était pas comme j'aurais voulu. Quand ça s'est bien passé, eh ben, ce qu'on dit, c'est que on remercie les enseignements qu'on a reçus, c'est-à-dire nos maîtres ou les gens qui nous ont donné les enseignements, parce que c'est eux qui m'ont permis finalement d'arriver à pouvoir faire que les choses se passent pas trop mal. Et quand ça se passe pas bien, ça veut dire bah, il me reste quelque chose à apprendre. Donc de continuer le processus. Je ne sais pas si vous voyez. Et tout ça est en construction, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un truc fini en tant que tel. Et je pense que le truc, c'est que ne cherchons pas, et ça c'est un peu un souci actuellement peut-être, hein, je ne sais pas, mais ne cherchons pas uniquement l'agréable, le confortable à tout prix, et sans vouloir observer tout ce qui est inconfortable, insatisfaisant, qui abîme un peu l'image que j'ai de moi-même, etc. Et là, je pense que c'est une manière d'aller vers des grosses catastrophes tôt ou tard, et qui peuvent être des catastrophes relationnelles ou psychologiques, c'est-à-dire relationnelles à soi-même, quoi, en fait. Et l'idée, c'est d'avoir, à la fois c'est un courage, et à la fois c'est une tranquillité, et c'est une envie d'observer ce qui ne fonctionne pas très bien, et d'essayer de voir comment on peut établir, mais pas trop vite non plus, parce que je reviens à ce que je disais au tout début, dès que je veux aller trop vite, je vais mettre de la contrainte. Et dès que je vais mettre de la contrainte, il va y avoir fermeture. Et là, à ce moment-là, ça va avoir un effet inversé. D'une certaine manière, je perds du temps, quoi. Mais bon, mettre de la contrainte, je pense que, alors à des niveaux différents, et encore une fois, on est tous différents, mais je pense que c'est un premier réflexe assez habituel de dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, d'essayer d'agir par force et par contrainte. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur les situations, c'est presque immédiat, quoi. Donc voilà, une fois qu'on s'en aperçoit, qu'on reconnaît, bah, déjà on peut détendre la contrainte et puis on peut aller plus modestement vers quelque chose qui est du domaine de la transformation. Et Rémi, Samsung, ça va? C'est marrant parce que quand je regarde l'écran, je me vois de profil. Donc, euh, donc le paradoxe, en fait, ça revient aussi au paradoxe que le Bouddha, quand il veut parler de l'éveil, il commence à parler de quoi? De la souffrance, de l'origine de la souffrance. Pour parler de l'éveil, il commence à parler de ça. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est-à-dire de voir ce qui dysfonctionne, et pourquoi et comment ça dysfonctionne. Il y a une possibilité de se libérer, et après, il y a le chemin qui va permettre d'aller vers cette libération. Et il y a une idée que je trouve qui peut être intéressante à mettre dans son quotidien quand il y a des problèmes un peu forts qui nous arrivent, c'est que nous, on a cette habitude, mais ça, là aussi, c'est assez culturel quand même, c'est problème, je veux une solution. Et au lieu de faire ça, quand il y a un problème, regarder le problème et se demander, mais d'où vient le problème? C'est quoi la cause du problème? D'où ça vient, etc. Je veux, je sais pas, ce nouveau téléphone, machin, mais il est super cher, je ne peux pas l'avoir. D'où est le problème? Parce que le problème, c'est ces connards d'inventeurs de téléphones qui ont inventé un truc pour me créer le désir, ou est-ce que c'est moi qui ai du désir attachement? Et c'est d'où vient ce malaise, ce problème? Si ça vient, je vois que ça vient de mes propres systèmes émotionnels, est-ce que je peux me libérer de ça? Et si je peux me libérer de ça, qu'est-ce qui m'est recommandé de faire pour apaiser cela? Je ne sais pas si vous voyez la question. Comment je peux apaiser cela? Et en fait, il faut passer du temps à observer le problème et l'origine du problème. Et
il y a aussi, on pourrait dire, des problèmes qui n'ont pas de solution. Mais voir que le problème n'a pas de solution, finalement, c'est aussi intéressant parce que ça m'évite de vouloir une solution absolue. Et le problème qui n'a pas de solution très courant, c'est très simple, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et par définition, c'est un problème qui n'a pas de solution. Parce que soit j'ai l'un, soit c'est l'autre. Et à partir du moment où j'arrive à voir ça, eh ben, ça va être naturel et j'ai plus qu'à choisir. Et choisir va m'obliger à renoncer à quelque chose, c'est-à-dire à renoncer à un attachement, un désir, quel qu'il soit. Et donc, mais finalement, ça va être plus facile parce que je comprends qu'il n'y a pas d'autre solution au problème. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si c'est pas clair, eh ben, parce que bon, là c'est simple, le beurre et l'argent du beurre, en parlant du reste aussi, oui, c'est assez simple. Mais il y a des moments où les problèmes sont plus complexes et je ne m'aperçois pas qu'il y a une contradiction dans ce que je voudrais obtenir, dans ce que je voudrais avoir. Je voudrais avoir des choses contraires qui ne vont pas ensemble, etc. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est la pacification de l'esprit est finalement, au bout du compte, obligé de passer par l'acceptation de l'inconfortable. C'est-à-dire de s'habituer à ne pas être inconfortable dans l'inconfortable. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais il y a beaucoup d'entraînements qui sont comme ça. Si on veut aller assez loin, eh ben, il y a un moment donné où l'entraînement, ce qu'on apprend, génère une difficulté. Et c'est une difficulté, si je n'ai pas assez de force pour aller au-delà, ben, je ne pourrai jamais faire ce que je veux. Moi, je prends un exemple que j'ai eu quand j'étais gamin, un entraînement où je ne suis pas allé au-delà, c'est que je voulais faire de la musique, évidemment, ado, tout ça. Oublier, c'était pas mal. J'ai une guitare, je commençais à apprendre la guitare, et quand je commençais à m'y mettre à fond, eh ben, j'avais mal aux doigts. Et c'est mal aux doigts, ces doigts qui saignaient, il y a un moment donné, c'était trop pour moi. Donc, j'ai appris la guitare. En fait, je n'ai pas été loin. Mais j'ai des copains pour qui ça n'a pas. Ils ont accepté cet inconfort-là et c'est devenu des bons musiciens. Bon, je ne sais pas si j'aurais été un bon musicien pour autant, mais c'est devenu des bons musiciens. Et à un moment donné, les doigts, ils ont plus vraiment mal. Il y a de la corde qui poussait. Enfin, voilà, il y a un truc. Et un truc qui est devenu habituel. Et c'est plus du tout un problème pour eux. Pourquoi il saignait au doigt? Ah bah parce que quand on joue de la guitare, enfin, je sais pas, c'est spécialiste maintenant, bah, en appuyant sur les cordes assez vite, ça glisse sur des cordes, et bah, ça, quand la peau est tendre, hein, Ça, c'est vraiment. ah bah, ah ouais, oui. Moi, j'ai vu des doigts saigner Enfin, en faisant des gammes, des machins, des trucs, des entraînements, quoi. Autre exemple, c'est un ami qui m'a raconté ça. Un ado qui voulait lui montrer comment il faisait du skateboard, mais il n'était pas tout à fait au point. Et le gamin, il l'a emmené dans un endroit, il a dit regarde ce que je vais faire. Il voulait arriver à fond sur un escalier. Il y avait une rampe d'escalier, descendre la rampe d'escalier et retomber sur les quatre roues. Vous voyez ce genre de figure qui, dans les films, on le voit, ça a l'air tellement facile. Et mon copain me racontait, mais il s'est cassé la figure au moins 5-6 fois. Et casser la figure dans des escaliers, même s'il y a des protections, ça fait quand même mal. Et il a fini par y arriver. Et mon copain lui a dit, mais c'est dur, hein, ce que tu fais, c'est de la souffrance. Du skate, ça fait mal, quoi. Il dit, non, non, c'est pas de la souffrance, c'est de l'entraînement. Ben ouais. Et je pense que tous ces gens qui font des figures comme ça, acrobatiques, magnifiques, enfin magnifiques, je crois, assez complexes et tout ça, je pense qu'ils sont tombés des dizaines, des centaines de fois avant d'arriver à faire ça. Même ceux qui sont doués d'ailleurs. Alors ceux qui ne sont pas doués, encore plus. Mais voilà, donc il y a toujours un moment donné, si on veut développer une capacité, il faut accepter de passer à travers quelque chose qui n'est pas confortable. Et quelque chose qui n'est pas confortable, c'est remettre en cause la construction que j'ai de moi-même. On dit la souffrance vient d'une manière un peu à la racine de la saisie du moi. Mais ce n'est pas la saisie du moi qui serait comme une entité,
c'est la saisie que j'ai de l'image et de la construction que j'ai faite de ce que j'appelle moi. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une construction que j'ai faite. D'où l'importance peut-être de ne pas juger ce que je vois Oui, aussi. bah, Parce que bien si sûr. je juge, Eh ben, mais pourquoi je vais juger? Parce que je veux que cette construction reste solide. Ah. J'essaye de colmater les brèches et les fissures et les machins. Donc c'est pour ça que je juge. Mais si j'ai pas besoin que ça soit si solide que ça et que voilà, ça peut passer à plein de choses, ben, il y a beaucoup plus de souplesse et il y a moins de souffrance. Donc toutes ces souffrances, on les crée nous-mêmes. Mais on n'arrête pas de dire que c'est pas moi qui crée la souffrance, c'est la société, c'est les autres, c'est papa, maman, c'est voilà. Même si tout ça y contribue aussi. Oui. Mais le truc comment central, c'est moi qui le fabrique. Et cette fabrication, je peux arrêter de la prendre au sérieux en tous les cas. Mais c'est un passage obligé au début. Enfin, au début, Alors, moi, je ne sais pas, c'est un passage obligé, parce que là, on peut parler dans une généralité totale. Mais pour nous, en tant qu'êtres humains, on va dire normaux, habituels, ordinaires, souvent on dit, oui, c'est un passage obligé. Si je veux commencer à évoluer, c'est un passage obligé de. C'est comme si j'arrive dans une maison qui n'est pas très propre et que je veux y habiter, le passage obligé, c'est le nettoyage. C'est pareil. Et c'est pas très agréable. Enfin, il y en a comme ça peut-être, mais c'est pas oui, très ou alors c'est agréable. facile, elle nous convient comme ça. Quoi. Voilà. Et le nettoyage, ça veut dire voir là où c'est pas bien. Voir là où il y a des trucs à faire, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est un passage obligé. Alors après, pour un grand bodhisattva qui arrive dans ce monde, c'est peut-être un peu différent, je pense. J'en sais rien. Mais pour des êtres ordinaires, oui, c'est obligé. Et c'est une des raisons pourquoi aussi on est ordinaire et dans la souffrance, parce que on rechigne à le faire. On n'a pas envie de le faire. Pourquoi on n'a pas envie de le faire? Parce que on a peur d'être. Enfin, on pourrait dire, j'ai peur que cette image de moi-même soit trop mise à mal. Et quand elle est trop mise à mal, de ne plus exister. Alors, on peut dire aussi un petit peu, c'est que de toute façon, si je regarde bien depuis aussi loin que je me rappelle, on va dire peut-être l'enfance pour certains ou l'adolescence, ben, je vais m'apercevoir que cette image que j'ai de moi, elle n'a pas arrêté de changer en fait. Mais dans un instant T, je veux garder les éléments qui sont là. Et des situations qu'on appelle traumatiques, on va dire la situation la plus courante qu'on connaît, c'est la situation de deuil, qui est plus ou moins forte. Eh bien, une situation de deuil, justement, c'est un accident dans cette construction. En général, il faut un peu déconstruire pour pouvoir reconstruire. Mais si on reconstruit quelque chose de pareil et qu'on y tient autant, on s'offrira toujours autant de la même façon, d'une certaine manière. Pas si, avec des nuances, évidemment. Mais. Donc, l'idée, c'est de voir que c'est une construction et de. Voilà, peut-être on en a besoin, mais elle est pas si sérieuse que ça. Et je me prends très au sérieux, en fait. C'est ça qui est un peu difficile. L'avantage, le seul avantage de ça, puisque ça m'appartient et que c'est très intime, l'image, il n'y a pas plus intime pour moi que l'image que j'ai de moi. Parce que vous n'avez aucune conscience de l'image que j'ai de moi. Que moi, j'ai aucune conscience de l'image que chacun. Je peux avoir des idées, mais j'ai aucune conscience claire. Pour avoir une idée claire de l'image que j'ai de moi, c'est pas toujours évident. Mais c'est très intime. Et puisque c'est très intime, je peux le changer. Personne ne peut le changer à ma place. D'autres peuvent m'aider, mais personne ne peut le faire à ma place. Je peux le changer et je peux même le changer sans en faire un spectacle. C'est-à-dire sans même que les autres s'en aperçoivent. Si je suis dans des situations où je dois rester, prendre un peu de retrait, etc., je peux changer ça, faire évoluer ça. On dit c'est l'endroit secret. Il n'y a personne d'autre qui rentre dans la pièce du moi.
et de comment je me perçois, en quoi je suis bien, en quoi je ne suis pas bien, en quoi je suis ceci, etc. C'est la sphère la plus intime, d'une certaine façon. Et là, c'est rempli d'émotions, évidemment, et c'est rempli de peur. C'est rempli de peur parce que j'ai peur que ça se casse la gueule, et en même temps, je sais intimement, peut-être pas trop clairement, que de toute façon, ça va se casser la figure. J'ai peur que ça se casse la figure, et j'ai peur, et je sais que ça va se casser la figure. Donc ça fait des tensions un peu fortes. Wow, donc voilà. Est-ce qu'il reste des questions? Donc, sans aucun truc de masochisme ou de vouloir voir ce qui ne va pas, de tourner le couteau dans la plaie, mais quand c'est inconfortable en soi-même, ça, regardez-y à deux fois, parce que là-dedans, il y a quelque chose qui peut bouger, évoluer, etc. Mais il faut accepter d'être dans cet inconfort de comment, des fois, de ne plus savoir très bien où je suis, qui je suis, etc. De faire, si je veux évoluer, il faut que je laisse quelque chose derrière, quoi. Je sais pas si vous voyez. Quand on grandit, ben, on laisse des choses derrière. Et là, c'est pareil. Donc, l'inconfortable, ce n'est pas un vrai problème. Quand c'est trop inconfortable, ben, on va essayer de trouver de l'aide. Mais en même temps, ce qui change, si on, c'est ça aussi l'idée du refuge, hein, c'est le fait d'aller comment vers l'éveil, avec des points de référence. Et ça, c'est ça qui va permettre de faire évoluer l'ensemble, tout le temps, quoi. En s'en rappelant que c'est par là qu'on peut aller. Donc voilà. S'il n'y a plus de questions, c'est que ça vous va. C'est que tout est clair, ou alors vous êtes fatigué. Je ne sais pas. Les deux. Ou les deux. Et donc, demain, on va parler de la vie, d'abord. Et comment, à travers tous ces états qu'on traverse, eh ben, il y a des chemins vers l'éveil qui sont possibles. Et là, ce dont on vient de parler ce soir, c'est vraiment, on reviendra là-dessus, mais c'est vraiment en tant qu'être humain ordinaire, justement, c'est incontournable, je pense. Ouais. Donc, ce qu'on peut faire pour conclure, c'est bien, quand on fait quelque chose, c'est toujours bien de bien commencer, de bien finir. C'est juste se poser un petit peu, un peu comme on a fait tout à l'heure, en étant, en revenant ici et maintenant, l'environnement, c'est-à-dire tout ce que je peux percevoir par les yeux, les oreilles, le nez, la peau, toutes mes perceptions, je les laisse apparaître sans rien en faire de spécial, ni les rejeter, ni vouloir en faire quelque chose. Et tout en restant conscient de l'environnement, je vais m'intéresser un peu plus au corps, le fait d'être assis, qu'est-ce qui est les points d'appui, par exemple dans le corps, il y a une sensation justement liée à la méditation qui peut être intéressante au début, c'est de prendre conscience simplement par la sensation, c'est-à-dire les sensations corporelles, comme je peux sentir mes fesses sur la chaise ou le coussin, mes genoux, mes mains, etc. Ben, je peux sentir que régulièrement, mon corps va chercher de l'air, il absorbe de l'air, qui remplisse mes poumons, et à un moment donné, il y a de l'air qui vient de moi-même et qui va vers l'extérieur. Donc cet échange constant d'air fait que
il y a quelque chose qui vient en moi-même, il y a quelque chose qui part de moi-même et qui va vers l'extérieur. Je peux en prendre conscience par des sensations. Je peux prendre conscience de ma respiration par des sensations au niveau des narines, au niveau peut-être simplement de la gorge, des épaules, de la poitrine, des fois jusqu'au bassin. Ça va dépendre de chacun. Et des fois, je peux choisir un endroit où c'est le plus simple pour moi. Et je perçois mon corps qui respire. Ce n'est pas moi qui respire, c'est le corps. Le corps, il respire par lui-même. Et je perçois ce mouvement. Donc, il y a l'environnement, il y a le corps, et au bout du compte, il y a l'état d'esprit. Et l'état d'esprit tel qu'il est, ben, on va le moduler un petit peu, par contre, en pensant que tout ce qu'on a pu échanger, c'est un peu comme des graines qui se plantent en moi-même. Et si jamais il y a des fruits, des arbres, justement, des fruits qui apparaissent de ces graines, je me rappelle, je fais le souhait de les mettre à disposition de tous les êtres qui en auront besoin. Donc, j'offre toutes les capacités positives que j'essaye de développer au bienfait de tous les êtres. Et l'état d'esprit qui apparaît de ça, si je le fais un petit peu sincèrement, c'est ce qu'on pourrait appeler, pour moi, là maintenant, c'est un état d'esprit de générosité, tel qu'il peut apparaître en moi, là, maintenant. Et cet état d'esprit de générosité et d'ouverture est le meilleur état d'esprit pour commencer à aller faire autre chose. C'est-à-dire, dans cet état d'esprit d'ouverture et de forme, là, on peut rentrer à la maison, on peut manger des choses, on peut avoir un bon sommeil, etc. Et peut-être à demain. Merci. Et en tous les cas, bonne